D'abord, c'est d'avoir une possibilité de choisir l'endroit dans lequel on veut s'organiser, qu'on puisse sortir d'un syndicat d'énergie et qu'on ne soit pas obligé d'y rester parce qu'on a des situations ubuesques en ce moment. Nous avons aussi le sentiment qu'il doit être possible d'organiser, de transformer les collectivités que nous présidons en autorités organisatrices de l'énergie, à savoir pouvoir gérer et organiser un schéma directeur d'énergie sur un territoire. Nous avons également des besoins d'argent. Et la hausse de la contribution climat-énergie nous intéresse beaucoup. Nous avons aussi travaillé beaucoup, on va pouvoir ouvrir le débat là-dessus, sur ce qui est des concessions. Nous avons des amis qui sont nos concessionnaires, et beaucoup de maires croient que c'est à eux qu'appartiennent les réseaux, non, ils sont à nous. Hein, et nous avons besoin de clarifier nos rapports, de les rendre plus transparents, d'avoir des délais, des accès aux données, par exemple, pour pouvoir gérer des territoires, des morceaux de territoire, des sous-territoires, des quartiers. Aujourd'hui, on a un consensus qui se dessine, c'est que l'énergie doit être réintégrée dans la planification urbaine. La nouveauté, c'est qu'on ne pense pas mono-énergie, on pense complémentarité des réseaux et des énergies. En tant que collectivité, nous voulons un regard. Il ne s'agit pas de nier l'histoire, il ne s'agit pas de nier la compétence technique, il ne s'agit pas de nier, mais avoir un droit de regard sur le rythme d'investissement, sur l'état du réseau, sur le choix de la priorité des investissements, justement pouvoir penser une politique énergétique de transition et en complémentarité des énergies. Vous présentez ce sur quoi la Commission développement durable a réfléchi en matière de pollution atmosphérique, sur la base de plusieurs éléments. Lorsque on a soit des prestataires, soit qu'on est en régie, qu'on a un transport, un système de transport public, ce qui est le cas de tous les EPCI qui sont évidemment compétents en cette matière, ça a une conséquence financière immédiate. Donc, ce dont on a discuté, c'est un premier pas, finalement, celui qui consiste à ne plus être seulement des spectateurs payeurs. Moi qui suis dijonnais, j'ai 50% du fret national européen qui passe par Dijon, donc, enfin juste à côté. Donc voilà. Alain, Et donc Alain Youn, de vice-président de l'agglo de Strasbourg, c'est vrai qu'on ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt par rapport à la question de la qualité de l'air et dire c'est l'État, etc. Je crois qu'il y a vraiment une responsabilité qu'on doit prendre, parce que les citoyens ne s'adressent pas au préfet. Hein. Quand l'air est mauvais, ils s'adressent chez nous, point barre. Donc je crois qu'il y a vraiment une responsabilité qu'on doit assumer de ce côté-là. Et puis le deuxième élément, Jean-Patrick le disait, aujourd'hui, les questions des sanctions financières européennes, c'est plus l'État, c'est les collectivités qui sont directement concernées. Et donc, il faut vraiment, effectivement, qu'on aille un peu plus loin. On passe aux déchets avec Philippe Rappeneau. Oui. Pourquoi? Non, on va faire ça tranquille. La commission et les élus qui la composent a fait un constat vraiment partagé, quasi unanime, que cette loi, ces lois d'ailleurs, fondatrices, fondamentales que sont les lois Grenelle, et bien évidemment avec parfois des consignes, et notamment sur l'emballage, qui sont un peu contradictoires avec ce que nous aurions nous intérêt à avoir comme réponse sur nos territoires. Donc ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une éco-contribution qui soit modulable selon la nature des produits mis sur leur marché et puis notamment de leur conditionnement. Nous souhaitons également que ce soit un établissement public composé des différentes parties, que les différentes parties soient représentées, qu'il s'agisse des producteurs, des metteurs en marché, des distributeurs, et bien évidemment des consommateurs, mais aussi, et associations environnementales, mais aussi bien évidemment les collectivités, qui soient mises en place pour remplacer ces éco-organismes. Au point de vue financier, c'est de chez nous que ça vient, hein, puisque c'est prélevé
à peu près 80%, les ressources viennent de l'eau, hein, et donc de la distribution d'eau potable et donc des consommateurs. C'est le premier point, donc rééquilibrer la représentation au sein des agences de l'eau. Donc on risque d'avoir des effets assez compliqués du principe de compensation si on ne la suit pas. Parallèlement, toutes nos collectivités essaient de poursuivre des objectifs de continuité écologique, de constitution de corridors à l'intérieur de l'espace urbain, ce qui coûte cher. Aujourd'hui, c'est validé par toute la politique de société, mais aussi par l'adaptation au réchauffement climatique qui nécessite une végétalisation de la ville. L'objet, c'est quand la compensation sera obligatoire, et il y aura plein de cas où elle sera obligatoire, de faire en sorte qu'elle soit bien utilisée et au profit de politiques urbaines intégrées. Mais bien évidemment, mais là il faut renvoyer au texte de la loi. La loi précise que c'est dans l'ordre éviter, réduire, compenser. Dans quelques semaines, la vue sur le point de sortie de tous ces travaux, nous avons effectivement bien pris note de votre souhait de davantage souligner l'ancrage de la concession de fourniture et de distribution d'électricité dans la transition énergétique, mais aussi le souhait d'avoir plus de transparence et de responsabilité sur le concessionnaire. Donc c'est un pli là aussi qui est davantage pris à travers cette modernisation du cadre concessif. Ça existe depuis un demi-siècle. Et donc, non, mais alors, on ne doit pas mettre exactement la même chose sur les mots. Donc je pense que c'est important. Parce qu'il faut pouvoir faire de l'autoconsommation, il faut quand même pouvoir la compter, consommation. Oui, non, mais je suis d'accord. Compter la consommation oui, non, mais attendez, différentes heures de la journée, il faut être capable d'avoir une courbe de charge. Ne parlons pas de problématiques techniques. Je parle des enjeux de l'autoconsommation. Si vous n'êtes pas capable de compter la consommation, vous n'êtes pas capable de compter. Vous mélangez les tuyaux et la politique. Je suis désolé. Vous mélangez les tuyaux et la politique. Mais il ne fera pas système et il ne participera pas réellement à la révolution qui est en train de se passer. Alors sur ce problème que vous évoquiez tout à l'heure en début de gouvernance, on n'a pas vocation à le trancher, mais effectivement on considère que c'est l'ensemble de ces éléments-là dont j'ai donné les exemples de l'IoT au sujet de la mobilité, en passant par la production d'énergie dans le bâtiment ou ailleurs, il va falloir les faire fonctionner en système. Donc on a besoin d'une gouvernance publique territoriale qui se mette un peu à l'échelle de ces systèmes-là. À la demande des collectivités qui souhaiteraient au schéma directeur des énergies sur nos territoires est une absolue nécessité. Je le dis parce que, on va dire, je vais être gentil, je veux dire que c'est assez hétérogène selon nos interlocuteurs dans les deux grandes maisons que vous avez présentées. Donc il y a des moments où ça se passe plutôt bien, d'autres moments plutôt moins bien. Je le dis, ça dépend aussi des gens, de leur culture, etc. Et il y a une différence, je veux dire aussi, entre la posture du monde des gaziers et celui des électriciens. Je veux dire, je le constate assez régulièrement. Je crois que c'est indispensable qu'on aille dans cette direction. Mais il ne faut pas se tromper de rôle. C'est-à-dire que le rôle politique d'orientation reste aux collectivités. Non mais, et la technique, c'est pour faire écho à ce que disait Alain Youn, la technique, elle vient après. Je veux dire, c'est à vous qui êtes performants de nous dire dans quelle mesure c'est possible de faire telle ou telle chose.